Salut à tous. Ah, musique inquiétante, bien sûr, pour cette série, La chute de Babylone. Pourquoi? L'espèce humaine, malheureusement, ne respecte pas ses règnes inférieurs, les règnes qu'elle doit respecter, bien évidemment, pour sa propre survie. Quels sont ces règnes inférieurs? Le règne animal, végétal, minéral, qu'elle s'empresse de faire du mal. Donc l'espèce humaine, malheureusement, il peut lui arriver quelque chose de grave au niveau des êtres célestes qui nous gèrent et eux qui nous respectent. Et oui, les êtres supérieurs qui gèrent les humanoïdes de cette planète nous respectent. Et d'où nous prions, nous essayons de méditer pour avoir des connexions, etc., etc. Eux, les animaux, les règnes inférieurs attendent de nous beaucoup de choses. Et nous ne faisons pas. Et elle est là, la déchéance de notre espèce. Le fait que les êtres célestes constatent que nous ne respectons pas nos règnes inférieurs et que nous gérons même pas cette planète correctement, puisque dès début août, l'année dernière, la planète, malheureusement, ne pouvait plus se renouveler dès le mois d'août. Elle est mangée dès le mois d'août, même pas en fin d'année, ou 2 ans, ou 3 ans. Non, c'est juste au mois d'août, de janvier à août, où toute l'humanité prend les ressources de cette planète, et elle ne peut même pas les renouveler. Une planète qui ne peut pas se renouveler, des règnes inférieurs qui chutent, et on a une humanité inconsciente, endormie. Oui, le boom imminent est de rigueur, et cette musique nous fait penser à des personnes qui sont dans un cul-de-sac et qui se disent « Mais pourquoi je suis dans un cul-de-sac » Et elle réfléchit, elle dit « Ah oui, ah oui ». Elle réfléchit, elle se dit « Oui, ah, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé là? Oui, 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 quand vous voyez tout ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de la chute de Babylone, les crises. Et oui, il s'en est passé des choses, cycliquement. Cette musique aussi nous fait penser au Titanic. Un bateau, avec cette chanson-là, cette musique de boom imminent, qui nous ramène dans un bateau, et un bateau qui heurte l'iceberg, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce bateau a heurté l'iceberg? Il s'est passé des choses avant. Et oui. Et donc, il ne faut pas croire que l'espèce humaine est comme ça, comme si elle avait un bouclier pour elle, et qu'elle était au-dessus de la chaîne alimentaire. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Bien entendu qu'il y a des êtres supérieurs, il y a d'autres êtres exogènes, si j'ose dire, qui regardent, qui auscultent. Ils font tout pour être invisibles. D'autres êtres arrivent à se connecter à elle. Bien sûr, d'autres êtres humains, bien sûr, qui ont peut-être certaines parties un peu plus développées, hein, pas de problème, mais en tout cas, il ne faut pas croire que nous sommes invincibles ou quoi que ce soit. Non, non, non. Le boom est imminent et je pose la question, la chute de Babylone, avec cette question, parce que ça peut être imminent, malheureusement, ou je dirais heureusement, parce que ce système-là ne peut qu'exploser. Mais le problème malheureusement de la chute de Babylone, c'est que les gens ne sont pas conscients de celle-ci. Et c'est donc malheureux. Mais c'est donc heureux finalement, parce que finalement, au moins, on partira vers un autre système, mais un autre système qui sont déjà préparés. Dans la première partie, j'ai parlé de la genèse, de cette chute babylonienne, de cette préparation de la chute babylonienne, parce qu'il est évident qu'il y aura intervention, pas forcément céleste, mais intervention de quelque chose, il va se passer quelque chose. Les choses ne vont pas rester ainsi. Bien entendu, et là je relate les séquences des crises qui nous mènent justement à ce boom imminent. Bien sûr. Alors avant tout, pour être bien installé et comprendre pourquoi, et comprendre le pourquoi du comment, et comprendre de quoi on parle, bien évidemment, il y a 3 définitions à comprendre: la banque, la bourse et le krach boursier. Bien entendu. Alors sur meilleure banque, nous avons la définition de la banque, d'une banque classique. Voilà.
Qu'est-ce qu'une banque? Introduction, définition et caractéristiques de la banque. Dans le domaine financier, le secteur bancaire agit comme l'épine dorsale de l'entreprise moderne. Le développement économique d'un pays dépend principalement de son système bancaire. En effet, les banques sont essentielles à notre économie. La principale fonction des banques consiste en la réserve de l'argent des titulaires de compte et l'utiliser en l'apprenant à d'autres personnes qui peuvent ensuite les utiliser pour acheter des maisons, financer des entreprises, payer les frais de l'université des enfants, bien sûr. Alors, une banque est une entreprise spécialisée dans le commerce de l'argent. Il joue d'une part le rôle de l'intermédiaire financier entre les déposeurs de l'argent et les demandeurs de prêts. Il reçoit de l'argent des gens qui veulent réserver sous forme de dépôt et les prête à ceux qui en ont besoin. Elle propose d'une autre part une multitude de services financiers comme la gestion quotidienne des comptes bancaires et des moyens de paiement de ses clients et intervient sur les marchés financiers en investissant dans les bourses. Alors l'origine du mot remonte au XVIe siècle. Le mot banque provient du germain, mais aussi d'une manière indirecte de l'ancien latin, l'ancien italien banco, qui désignait une table sous forme de comptoir sur laquelle s'asseyaient les échangeurs en plein public pour prêter de l'argent contre des intérêts, échanger des monnaies des autres pays et généralement faire le commerce de l'argent. Alors les caractéristiques d'une banque, pour terminer cette définition. Une banque est une institution financière qui se charge de la gestion de l'argent des clients et le traitement de leurs activités commerciales en les facilitant. Et pour attirer le plus grand nombre des clients, les gens proposent des services annexes concurrentiels pour inciter les gens à déposer de l'argent chez eux. Alors le rôle de la banque ne se limite pas à des institutions bien particulières. Une banque peut être une personne, une entreprise ou une société. Une société bancaire désigne une société qui est dans les affaires liées aux banques. Acceptation de dépôt. Une banque collecte et réserve de l'argent des gens sous forme de dépôts qui sont généralement remboursables sur demande ou après l'expiration d'un délai fixe. Le dépôt de l'argent dans ces institutions financières donne plus de sécurité aux clients. L'accord de crédit. Une banque prête de l'argent à ceux qui en ont besoin sous forme de crédit bancaire contre des intérêts et des garanties. C'est l'activité bancaire la plus rentable car elle représente plus de 2 tiers des recettes des banques. Facilité de paiement. Les opérations de paiement. Un des services sur lesquels se basent les banques pour attirer le plus grand nombre de clients sont les divers moyens de paiement qu'elles proposent à leurs clients. Les cartes bleues, les chèques bancaires, les virements bancaires, les guichets automatiques, etc. Une tendance continue vers la perfection des services. Une banque est une institution qui recherche jour après jour à perfectionner le service qu'elle présente. Fonction croissante. Le secteur bancaire est un concept évolutif. Il y a une expansion continue et une diversification en ce qui concerne les fonctions, les services et les activités d'une banque, un lien entre les différents acteurs économiques. Une banque agit comme un lien de liaison entre les emprunteurs et les prêteurs d'argent. C'est un point de rencontre de l'offre de l'argent et sa demande. Finance des entreprises. Les banques jouent aussi, à travers les crédits qu'ils accordent, le rôle de financer les investissements. Identité du nom, l'une des caractéristiques les plus spécifiques aux banques, c'est qu'elles doivent toujours ajouter le mot banque à leur nom afin de permettre aux gens de savoir qu'il s'agit d'une banque qui se spécialise dans le commerce de l'argent. Alors pourquoi une définition de banque? Pour comprendre tout le rôle de la banque, parce que on va relater quelques crises économiques et donc c'est toujours intéressant de comprendre cette définition-là avec ces différents secteurs où elle agit. Puis là, bien sûr, il faut définir le mot bourse aussi, pour comprendre de quoi on parle, bien sûr. Sur Journal du Net, la définition un peu plus simple quand même. Moins longue. Alors, la bourse est un marché financier sur lequel s'effectuent les transactions sur la valeur mobilière et les marchandises. C'est le lieu où les actions, c'est-à-dire titres de propriété délivrés par une société de capitaux, et les obligations. Les obligations est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur. Elle est donc représentative d'une dette financière à moyen et à long terme, parfois même à perpétuité. J'ai parlé d'obligations à risque dans des vidéos précédentes. Cotées en bourse, sont vendues et achetées par des investisseurs. Les valeurs mobilières ont une cote qui définit leur prix de vente et leur prix d'achat. Très souvent, les investisseurs ont recours à des intermédiaires pour participer à la bourse. Ces intermédiaires peuvent être des banques, des sociétés de gestion ou des conseillers financiers. Alors, pour terminer, l'achat et la vente d'actions et d'obligations en bourse nécessitent
pour l'investisseur et le vendeur de donner un ordre de bourse. Cet ordre contient des informations telles que la nature de l'opération, vente ou achat, la quantité d'actions ou d'obligations concernées par la transaction, la date limite à laquelle l'ordre doit être effectué. Alors bien sûr, il peut advenir un krach boursier. On l'a vu à la fin de la première partie de la chute de Babylone, le premier krach, le krach des tulipes. Et là, nous allons voir qu'est-ce qu'un krach boursier justement sur andil.com. Alors là, on voit quelques crises. Alors, qu'est-ce qu'un krach boursier? Un krach boursier, le krach boursier est un phénomène entraîné par l'effondrement brusque et inévitable des cours boursiers. Au cours d'une ou de plusieurs séances boursières, ce phénomène résulte d'un mouvement de panique de masse qui provoque des ventes importantes sur une place boursière. Ce mouvement devient un cercle vicieux qui exacerbe la chute des cours. L'internationalisation des marchés tend à répandre le krach aux autres places boursières dans le monde. En effet, les bourses mondiales sont interconnectées et l'émergence des systèmes électroniques de gestion des marchés boursiers peut amplifier l'écroulement du système. Ah, intéressant. Lors des krachs boursiers, on constate un effet domino qui répand très rapidement la crise à l'international avec néanmoins des effets différents. Les krachs boursiers peuvent concerner des placements sur des valeurs mobilières ou dans le secteur de l'immobilier, crise des subprimes. Ils sont généralement dus à l'éclatement de bulles spéculatives. Il existe des types de krachs bien spécifiques comme le krach larvé ou le krach obligataire. Les krachs larvés sont un type de krach boursier plus compliqué à déceler. Peut-être sommes-nous en ce moment même dans un krach larvé. C'est ce que je vais essayer de le voir dans une vidéo spécifique. Parce que c'est possible. Conséquences d'un krach boursier. Un krach boursier engendre des conséquences à plusieurs niveaux. Au niveau économique, un krach boursier affecte directement la capacité d'investissement des entreprises. Cela mine l'économie et laisse place à la récession, à l'augmentation du chômage, la baisse des salaires qui conduisent à une diminution de la consommation et donc de l'activité économique en général. Au niveau des banques, les banques doivent faire face à un bank run et ont de plus en plus de difficultés à emprunter, notamment entre elles. Elles pratiquent alors un resserrement du crédit afin de décourager les emprunteurs non solvables. Certains font faillite, tels Lehman Brothers aux États-Unis. Alors, resserrement du crédit, ça me fait penser aussi à ma situation. C'est pas évident. Vous faites une erreur et c'est terminé. Donc, on est dans cette situation-là depuis longtemps, mais plus maintenant. C'est quand même plus serré. Tout le monde le ressent. Tous les gens qui ont un compte en banque, qui ont des crédits, tout le monde ressent que c'est un peu plus serré, qu'on a un peu plus serré la ceinture. D'où le krach larvé, c'est une possibilité. Alors au niveau politique, l'intensité d'un krach boursier peut nécessiter l'intervention d'urgence du gouvernement afin de limiter les dégâts et assurer le maintien de l'économie. On assiste généralement à des nationalisations de banques qui risquent la faillite, mais aussi des recapitalisations. Au cœur de plans de sauvegarde ou plans de relance, les banques centrales se voient alors dans la nécessité d'apporter des liquidités en tant que prêteur en tant que dernier retour. Et la banque centrale avec le fameux QE, c'est-à-dire l'imprimante, on imprime des billets de banque et on injecte des liquidités sans des liquidités voilà, qui n'ont aucune valeur en fait, puisqu'elles ne viennent pas de l'économie réelle, elles viennent de l'imprimante, bien sûr. Alors là, on a des exemples de krachs boursiers. Les plus célèbres, c'est ce que nous allons voir ensemble. Jeudi noir, le lundi noir Wall Street, implosion de la bulle .com, bulle Internet, crise des subprimes, effondrement des bourses mondiales et crise de la dette. Bien sûr. Alors, bien entendu, là, avec la chronologie historique sur le monde diplomatique, nous avons la chronologie historique très intéressante des crises. La tulipomanie, nous l'avons vu dans la première partie. Et ici, nous avons en 1797, panique bancaire en Angleterre. Effrayés par des rumeurs d'invasion, les déposants se ruent sur les banques du pays. Certaines d'entre elles font faillite et même la Banque d'Angleterre est obligée de geler les paiements en espèces, ce qui aggrave la panique. Le terme espèce est intéressant parce que je parlais de tulipomania, mais le terme espèce, il y a quand même
Il y a quand même un trou ici, hein, sur le site internet, cet excellent article, bien sûr. Mais entre 1637 et 1787, il s'est passé quelque chose qui fait apparaître le terme espèce. Alors, bien évidemment, d'où vient ce terme espèce? C'est bien évidemment le System Law de John Law et le crack de 1720. Alors, c'est un site intéressant, toujours, de l'histoire pour tous. Je vais en lire, comme d'habitude, classiquement, je dirais, la quintessence. John Law de Lauriston fut visionnaire au XVIIIe siècle en créant des billets de banque pour remplacer les pièces de monnaie, trop encombrantes et peu pratiques dans les échanges commerciaux en instaurant des crédits, des comptes courants et poussant le peuple à acheter des actions. Le monde entier de la finance repose sur ce système aujourd'hui, bien sûr. Les bases en sont les mêmes. Achat et revente d'actions, spéculation, investissement, terreur, enfouissement d'argent. Rien n'a vraiment changé depuis, effectivement. Alors là, nous avons la jeunesse de John Law. C'est un article, bien sûr, très intéressant. Alors, l'idée de Law, des billets de banque. On a une crise en 1787, mais là, c'est la crise de 1720. Hein? Donc, c'est important de savoir ce qui s'est passé avec John Law, bien sûr. Son pays se trouvant dans une situation financière très compliquée, il rédige un document de la monnaie et du commerce où il propose un plan pour sortir de la crise, affirmant que la prospérité d'un pays dépend de l'abondance de ses moyens de paiement. Il propose de créer une banque émettant des billets de banque à ordre en échange de dépôts en monnaie. La garantie de ces billets sur les revenus des terres, le propriétaire foncier céderait en hypothèque son bien immobilier en échange d'une quantité de billets équivalent à 20 fois son revenu. L'Écosse ayant tellement de terres, le projet est réalisable, la valeur des biens n'étant pas susceptible de baisser aussi rapidement que les espèces en monnaie. Mais le banquier Patterson, fondateur de la Banque d'Angleterre, suivi par le Parlement écossais, refuse le plan de Law. Toujours recherché par la police en lutte sans pendaison, il retraverse la Manche, arrive à Paris, et là, rencontre du beau monde, démarré contrôleur des finances de l'époque, le prince de Conti, etc. Appréciant la France et voulant s'y installer, il propose son idée pour sauver les finances du royaume, qui était au plus bas, en vain. Il part pour l'Italie et fait part de ses idées au duc de Savoie, Victor Amédée, mais personne n'ose se lancer dans l'aventure. À Venise, il étudie les jeux d'argent, accumule une fortune, ainsi que les tables pour l'eau. Ses œuvres ne vont pas se dévaloriser avec le temps. Il apprend aussi les différentes techniques bancaires en voyant que les Vénitiens se séparent facilement de leur monnaie pour du papier afin de faciliter le commerce. Ne trouvant pas d'appui en Italie et de retournant, il se lance dans des parties de jeu et gagne gros dans les loteries hollandaises. Devenu riche, il s'installe définitivement en France en 1714, place Louis le Grand, l'actuelle place Vendôme, et acquiert même un hôtel particulier. Alors, le système Law, qu'est-ce que c'est? En 1715, Law propose ses services au nouveau roi, constatant que la France est au bord de la faillite. Tout l'argent avait été dépensé pour les guerres et les constructions, le métal précieux manquait, l'État empruntait à des taux de 8,33. Il prend comme exemple la Hollande, meilleure place financière de l'Europe, disposant d'une banque centrale, le nid d'échange de monnaie et de billets. Mais Louis XIV meurt. Appuyé par Philippe d'Orléans, devenu régent, il transforme son projet initial en créant une banque royale qui émettra de la monnaie papier en échange de l'or et prêtera le métal reçu à l'État. Le régent le suit et Law crée la première banque en 1716, ouvrant ses premiers bureaux en juin, rue Saint-Avoie, durant lesquels un superbe Suisse habillé vert accueille les clients. Elle deviendra banque royale en décembre 1718, suivant le modèle des banques hollandaises avec dépôt de monnaie contre remise des billets, sans prendre de bénéfices. Au passage, les bénéfices sont réalisés grâce au change et aux opérations d'escompte. Malgré le succès et l'augmentation du volume des émissions, le système reste fragile car la banque prête son or à l'État et doit faire face à d'éventuels remboursements prématurés de ses billets. Puis, à un nouvel édit, les billets peuvent être utilisés pour payer les impôts. Alors
bien évidemment, là, nous avons la suite de l'histoire, c'est intéressant. Alors, en décembre 1719, l'eau prend des dispositions pour éviter la catastrophe, puisque... alors, je vais continuer ici parce que pour comprendre pourquoi il y a la faillite. À partir de ce moment, tout s'enchaîne à l'allure où la faillite est inévitable. La compagnie négocie pour le compte du royaume les rentes, toutes les redevables, et il lui prête 1,2 milliard de livres nécessaires à cette opération de rachat, le tour billet de banque. Les souscriptions sont bien accueillies, les nouveaux billets ont une valeur supérieure à la monnaie, le début de l'inflation. Les spéculateurs sont si nombreux que le cours des actions s'envole. La rue Quincampoix s'agite. Dans tous les petits recoins en échange des billets, des actions, c'est le royaume des agioteurs. Mais les revenus des mines d'or du Mississippi n'existent pas encore. Affolés, les investisseurs vendent leurs actions et se font rembourser en espèces l'action d'une valeur nominale de 500 livres, se négocie alors à 3 000 livres en octobre, puis à 10 000 livres fin décembre. En 1709, l'eau prend des dispositions pour éviter la catastrophe en annonçant une dévaluation, puis en octroyant une prime de 5% en faveur des billets en limitant la quantité de monnaie autorisée pour des paiements. Mais en cette fin d'année, le cours des actions de la Compagnie des Indes baisse. Pour tenter de rétablir la situation, Lowe est nommé contrôleur général de finances, puis surintendant général des finances et fait racheter une partie de ses propres actions pour enrayer la chute. Il ferme le bureau des achats de la compagnie en février. La Compagnie des Indes absorbe la Banque Générale, permettant ainsi de récupérer 100 000 actions appartenant au roi. Mais les ennemis de Lowe, le duc de Bourbon, le prince de Conti, les financiers privés, poussent à la spéculation à la hausse pour faire effondrer le système. Les actions passent à 20 000 livres. Face à cela, Lowe fixe la valeur des actions à 9 000 livres. Début mars 1720, annonce une refonte des monnaies pour acheter les actions, ordonne d'apporter les monnaies à l'hôtel des monnaies, interdit le transport d'or et d'argent, instaure une réduction fiscale à ceux qui payent les impôts en billets, interdit de détenir plus de 500 livres en espèces de monsieur. Alors pour terminer, le krach de 1720 et la chute du système Lowe. Fin mars 1720, c'est le début des banqueroutes du système, de la banqueroute du système. Les grands princes de Conti, duc de Bourbon, viennent en personne récupérer leur argent, 25 millions pour un, 14 millions pour l'autre. Les actionnaires se présentent en masse pour échanger les billets contre des espèces que la banque n'a pas et pour les convertir en bijoux, en pierres et biens immobiliers. Plus personne n'a confiance, la France et l'Europe rentrent en pleine crise, des émeutes ont lieu, des valets et hommes de confiance, les grands sont tués. En mai, Lowe réduit la valeur des actions à 5 000 livres et les billets de moitié. Fin mai, des écrits circulent, les commerçants ferment leurs boutiques, la population se révolte. Il faut réagir, le régent se trouve seul et délaissé. Il faut renvoyer Lowe et envisage de l'embastiller. L'embastiller, c'est la Bastille, bien sûr, la prison la Bastille. Apprécié par l'Argention, Lowe n'est mis qu'aux arrêts dans son hôtel. Pendant ce temps, une commission est chargée de vérifier les comptes de la banque. Aucune fraude n'est trouvée, seule une trop forte émission de billets est découverte. Le régent émettra des édits à effet rétroactif pour couvrir Lowe. Lowe est libéré. 3 jours après, promu surintendant du commerce de la France, directeur général de la Banque Royale et de la Compagnie des Indes, et reprend sa place au conseil de régence. Alors, bien évidemment, nous avons la suite, hein, c'est assez long, hein, bien sûr. J'en ai lu la quintessence, alors la fin de John Lowe rapidement. Hein. Après bien des déboires, extradé, n'ayant plus de protecteur. Après la mort du régent en 1723, se trouvant seul, abandonné, décrié, menacé de mort sans ressources. Il s'enfuit vers Venise et y vivra d'expédients, table de jeu. Il meurt en mars 1729 d'une pneumonie ayant pris froid sur les bords du Rialto. Donc, lire entièrement cette séquence sur cet article est très important pour comprendre où nous allons, tout simplement. C'est lui qui a créé cette séquence. Il faut quand même aussi lire sa jeunesse et tout ce qui s'est passé, c'est vraiment très intéressant. Bien évidemment, je mettrai les liens comme d'habitude, bien sûr, parce que c'est extrêmement important de comprendre le système Lowe, le krach de 1720, qu'il n'y a pas ici. On n'a pas le système John Lowe, le krach de 1720. Alors 1819, alors on va passer de crise en crise, je vais citer les crises les plus importantes, hein, bien sûr.
première grande crise financière aux États-Unis, due à la spéculation foncière. La sévère récession agricole et industrielle qui s'ensuit va durer plusieurs années. 1825, la Grande-Bretagne connaît la première grande crise boursière de l'histoire. La bourse de Londres s'effondre après le dégonflement de la bulle spéculative sur les investissements en Amérique latine. 1847, la spéculation des titres du chemin de fer, Railroad Mania, provoque un krach aux bourses de Londres et de Paris, hein, bien sûr. C'est l'époque des chemins de fer. Ah, tiens, 1866 et 1873. Tiens, ça m'intéresse un peu plus. Parce que là, on s'approche d'une séquence dangereuse au début du XXe siècle. C'est un lien, c'est une corrélation, bien sûr. Je vais peut-être faire aussi une vidéo sur la chute de Babylone, sur la mondialisation spécifiquement, et essayer de faire un lien entre l'économie et pourquoi il y a eu les guerres. Les deux guerres mondiales notamment. Alors 1866, surnommé le Black Friday à la Bourse de Londres, qui connaît un krach majeur après la faillite d'un établissement financier, la crise provoque une panique bancaire. Et 1873, après 2 années de spéculation intense en Allemagne et en Autriche, le krach de la bourse de Vienne est sur le point de départ de plus de 25 années de stagnation de l'économie mondiale. Cette grande dépression est considérée aujourd'hui comme étant la première grande crise de la mondialisation. Donc c'est quand même important d'y revenir. À propos des crises de 1866 et 1873, bien sûr, je vais lire les 5 premières pages. Richard Arena et Dominique Torré à l'université de Nice. Alors, quels sont les faits en 1866? Le contexte économique en anglais, le système est à noir. L'introduction de la limited liability en 1862, l'essor durable de la construction des chemins de fer, le ralentissement transitoire, première faillite et esprits animaux pessimistes. Financement par assistance directe du constructeur à une nouvelle compagnie, banque, maison d'escompte et crédit en financial company. Intéressant, le déroulement de la crise de Black Friday et la faillite d'Overend & Gurney, le krach et le run, des faillites financières aux faillites industrielles commerciales, pression sur les escompteurs, pression sur la Banque d'Angleterre, crise bancaire. Alors, les faits en 1873, la phase européenne au printemps, euphorie immobilière en Autriche et en Allemagne, après 1870. Paiement des réparations françaises, boom ferroviaire et immobilier, accroissement du niveau des risques bancaires et financiers, création d'une bulle sur le marché de Vienne début 1873, ralentissement de l'activité en printemps, espoir dans l'expo de Vienne, baisse du marché début mai, avant le krach de la bourse de Vienne le 19 mai. Gründerkrach, faillite bancaire à Vienne, réplique à Berlin avec la faillite de Peter Henry Strasberg, le Jean du rail allemand, diffusion en Europe dans la sphère d'influence germanique. Alors, dernière page pour terminer, concernant les faits de 1873, la réplique américaine, justement à l'automne. Euphorie industrielle et financière aux États-Unis après la guerre de sécession et pendant le boom du rail. Développement de l'activité bancaire et financière autour de l'investissement ferroviaire, accroissement du niveau de risque bancaire et financier, manque de Philadelphie, scandale politico-financier, crédit immobilier en 1872. Ralentissement de l'activité et perte de confiance dans les capacités des banques à assumer les risques en liaison avec la crise européenne. 18 septembre, faillite de Jay Cooke, puis de la banque Barclays. Suite des réactions en chaîne. À partir du 20 septembre, la bourse de New York ferme pour 10 jours, puis répercussions réelles en série, la longue dépression qui se transmet à toute l'Europe. Voilà pour cette crise, elle est faite en 1866 et 1873. Alors, sur la chaîne, sur le blog de la contre-histoire, nous avons le point de vue sociétal, bien sûr, de cette crise, qui est important, qui a eu des impacts importants au niveau sociétal. 1873, la crise, les colonies et la guerre. C'est très important, cette crise. Pour comprendre, parce que tout est lié par rapport à cette situation, bien sûr. Bien sûr, là, pour le coup, je vais lire tout l'article, parce que c'est majeur, c'est très important. Le 9 mai 1873, le krach boursier de Vienne met fin à l'illusion d'une croissance économique continue. Ce n'est certes pas la première crise du capitalisme industriel, mais jusqu'alors la politique des bas salaires conjuguée aux innovations technologiques dans les domaines métallurgie ou de la chimie
engendrait des crises brèves, compensées par le développement de nouveaux secteurs. Cette crise d'un genre nouveau se poursuit jusqu'au milieu des années 1890. Déjà, les causes de cette grande répression trouvent leurs origines dans la dérégulation bancaire et dans l'explosion d'une bulle spéculative immobilière, bien sûr. Le développement des banques privées, en cette fin du 19e siècle, conduit au développement des prêts hypothécaires, en particulier dans le domaine de l'immobilier, qui connaît en 7 ans de croissance urbaine une période florissante. On s'endette beaucoup dans la moyenne bourgeoisie pour construire et vivre dans la rente immobilière aux États-Unis. C'est plutôt conquête de l'Ouest. Obligé dans les chemins de fer qu'ont lieu les placements les plus risqués, tandis que la révolution agricole et l'ouverture de l'immense espace des grandes plaines permet un développement rapide de l'agriculture concurrençant les productions européennes. Dès février 1873, les Américains choisissent l'or comme étalon de l'art, important, provoquant l'effondrement des cours de l'argent, largement utilisé pour frapper la monnaie en Europe. Les banques allemandes paniquent en quête de liquidité et entraînent les banques autrichiennes dans leur sillage. C'est donc à Vienne que la faillite de nombreuses banques sème la panique sur les marchés européens quand la bulle immobilière éclate. Paris, Berlin puis New York, où la bulle ferroviaire est touchée, sombre à leur tour rapidement. Le fin septembre, Wall Street doit même fermer 10 jours après la faillite de la banque Jay Cooke et de la compagnie des chemins de fer Union Pacifique en France. La sidérurgie connaît des pertes sans précédent. La crise s'aggrave encore dans les années 1880 en s'étendant au marché agricole européen. La concurrence s'aggrave. La concurrence agricole des pays neufs, aux États-Unis en particulier, est difficile à contrer. Les faillites bancaires s'enchaînent, bien que les États et les secteurs soient très inégalement touchés. Les conséquences sociales sont dramatiques et oui, la pression sur les salaires s'accroît. Pour colmater les brèches et le chômage explose. Ça me pensait à cette époque aussi. Comme toujours, pour garantir aux actionnaires des dividendes corrects, encore à cette époque. Alors pour le coup, avec les grands groupes, ça y va. Ce sont les salaires qui sont reniés en premier. Ça fait encore penser à cette époque. Avec des salaires bas. En France, le nombre de vagabonds augmente considérablement. Ça fait encore penser à cette séquence historique en France. C'est terrible. Et éveille la méfiance des autorités si les classes laborieuses inquiètent, les classes miséreuses et mouvantes effraient. Voilà, pour le coup, ce paragraphe-là, c'est pas carrément ce qui se passe à cette époque. Incroyable. Dans le même temps, les paysans pauvres continuent de s'endetter et finissent par vendre, incapables de faire face à la concurrence et aux exigences de la mécanisation. L'exode rural s'accélère pendant ces années noires, tandis que les villes poursuivent leur croissance. En revanche, la misère agricole, la misère ouvrière, renforce la croissance de classe. Les idées socialistes séduisent de plus en plus. Et les effectifs des syndicats explosent, y compris aux États-Unis. Alors, au plan économique, la concentration financière s'accélère. Trust aux États-Unis, concerne la même cartel. Qu'elle soit verticale, contrôlant toutes les étapes de la production horizontale, recoupant le gré des forces des entreprises du même secteur, la concentration modifie profondément le fonctionnement du capitalisme industriel. Des entreprises familiales créées par des capitales d'industrie, on passe aux grands groupes industriels tout puissants disposant de quasi-monopole. Au début du XXe siècle, on compte déjà plus de 300 firmes transnationales, dont 120 sont américaines au Japon. L'ère du Meiji, les Zaibatsu, comme Yamaha, diversifient leurs activités autour d'une banque d'affaires. Le protectionnisme industriel se met à l'œuvre en Angleterre, tandis qu'en Allemagne et en France, les droits de douane sur les produits agricoles deviennent prohibitifs pour les importations. Cependant, l'heure n'est certainement pas à la remise en cause du libéralisme économique. Et l'une des réponses apportées à la crise est également l'accélération du processus de colonisation, malheureusement, pour les peuples africains, notamment à la conférence de Berlin en 1884. L'Afrique est dépecée et partagée entre les puissances européennes qui s'y livrent depuis le milieu du siècle à une course à l'exploration. Il s'agit désormais d'organiser le pillage des ressources, depuis ce temps-là, mais aussi de liquider les surplus industriels dans les colonies. Le système est bien rodé. Pour exemple, le coton est cultivé en Inde par des paysans sous-payés et transformé dans les filatures anglaises par des ouvriers sous-payés exportés dans les pays industrialisés, alors que les surplus sont écoulés en Inde auprès des colons et des élites locales qui adoptent
la redingote sobredish, l'abandon du costume européen prôné quelques décennies plus tard par Gandhi, sera bientôt symbole du rejet de ce système. Bien sûr, j'en ai parlé, hein, bien entendu. Les puissances industrielles se mettent également à exporter leurs pauvres vers les colonies. La propagande coloniale promet aux volontaires des terres et une main-d'œuvre indigène docile. Et les colonies pénitentiaires, Australie, Nouvelle-Zélande ou de Nouvelle-Calédonie, sont des têtes de pont de la colonisation. Alors, pour terminer, vraiment, il fallait lire intégralement cet article très important pour comprendre cette séquence et où on va. Parce que là, ces derniers paragraphes que j'ai lus, c'est carrément ce qui se passe à l'époque. Lorsque le partage colonial est consommé, c'est l'Europe qui devient le terrain de jeu des économies en reconstruction dans lesquelles l'industrie militaire joue un rôle crucial. La course aux armements, de part et d'autre de la ligne bleue des Vosges, laisse entrevoir l'horreur des tranchées de 1914. Krupp, l'allemand, et Schneider, le français, imposent leur loi et vendent leurs canons. Voilà. Voilà, d'où ce boom imminent à chaque fois qu'il y a une crise. C'est quand même assez très important de comprendre cette crise et d'où vient d'où peut venir aussi cette première guerre mondiale. Évidemment, nous avons 1882, la faillite de l'Union Générale, une banque française qui a multiplié les investissements spéculatifs en Europe de l'Est, provoque une grave crise boursière et bancaire en Europe. C'est à peine 10 ans plus tard. Donc on a l'impression que tous les 10 ans il y a une crise. 2008, 2009, 2018, 2019. Ah oui. Voilà pourquoi, d'où le boom imminent. Hein. Je ne suis pas le seul à le dire, il y a plein d'organismes, comme le FMI ou même la JP Morgan, prédisent une grave crise bancaire. Aux horizons 2020, mais ça peut être aussi 2019, on ne sait pas. Donc très important d'informer. Bien sûr. Alors, très rapidement, la faillite de l'Union Générale en 1882, le krach de la Banque de l'Union Générale, un krach français rapidement. S'il n'est pas connu à l'étranger, le krach de l'Union Générale est une des premières crises financières notables en France. L'Union Générale est le nom d'une banque catholique française. Elle se crée en 1875 à Lyon par des monarchistes. C'est ensuite Paul Eugène Bontou qui en prend possession en 1878. Elle fera faillite 4 ans plus tard, en 1882. Ce qui inspire plus tard Zola pour la rédaction de son roman L'argent. Alors le krach de l'Union Générale, hein, rapidement. Le krach de l'Union Générale, le mois de janvier 1882, est catastrophique pour l'Union Générale. Certaines des banques concurrentes, dont la banque Rothschild, décident de prendre position baissière sur l'action de l'Union Générale. De plus, fin décembre 1881, Eugène Bontou et ses associés annonce une nouvelle augmentation de capital qui est très mal perçue par les investisseurs. C'est le 2 janvier que l'action commerciale a chuté. Après des mois de hausse, elle passe de 3 000 francs le 2 janvier à 500 francs le 28 janvier 1882. Elle déclare ensuite faillite le 2 février 1882, après une crise de solvabilité. La bourse française est impactée par sa faillite, spécialement les autres banques et les cours baissent fortement. Une crise économique suit la crise financière et se poursuit jusqu'en 1888. En 1883, Bontou est condamné à 5 ans de prison, mais il échappe à sa peine puisqu'il part à l'étranger. À l'époque, c'était un peu plus pratique, mais là, à cette époque, c'est quand même un peu plus compliqué. Toujours, on a notre frise chronologique et nous continuons les crises. Bien sûr, là, ce sera, comme je disais, une vidéo en plusieurs parties, puisque pour arriver jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, 1890, un défaut de paiement de l'Argentine provoque la faillite de la banque Baring en Grande-Bretagne. La panique boursière se transmet de la bourse de Londres aux autres grandes places financières. Alors, bien sûr, 1890, nous avons la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Et qu'est-ce que nous avons après? Vous voyez, c'est quasiment tous les 10 ans, ou pas forcément 20 ans, mais le rythme est assez soutenu depuis la crise des tulipes en 1637. Et puis là, maintenant, c'est devenu encore plus serré au niveau du temps. Vous verrez.
Là, c'est un peu plus large, hein, entre 1890 et 1929. Mais il y a eu une course aux armements, notamment, et nous avons eu une guerre mondiale. Faut pas l'oublier. Juste après la fin de la guerre mondiale, 1918, 10-11 ans plus tard, la crise de 1929. La fameuse Grande Dépression. Eh oui. Tout est lié. Alors, pour terminer cette vidéo, cette première partie, finalement, cette première vidéo sur la deuxième partie, des crises concernant cette série de vidéos La Chute de Babylone, le crack de la bourse de New York va provoquer la plus grave crise économique mondiale du XXe siècle, tout simplement. Cette nouvelle grande dépression est la deuxième grave crise de la mondialisation moderne. Alors, bien évidemment, il va s'en suivre, il va en découler plein de choses. J'ai encore 2 articles avant de terminer cette vidéo. Alors, 1930, durant toute l'année, les marchés boursiers sont marqués par la volatilité. La crise commence à toucher l'économie réelle à l'automne, et alors que la réserve fédérale refuse d'injecter des liquidités dans le circuit bancaire, c'est-à-dire refuse un certain QE, mais ce n'était pas la notion de l'époque, le fait de la Bank of United States provoque une crise bancaire d'envergure, incapable d'accélérer au crédit. Des centaines d'entreprises font faillite, les déposants sont eux aussi touchés. 1931, la crise bancaire touche l'Europe, avec la faillite de plusieurs banques allemandes et autrichiennes. Les spéculateurs s'attaquent aux marques et obligent l'Allemagne à faire appel à des prêts internationaux pour garantir sa monnaie. À l'automne, une deuxième vague de faillite bancaire ébranle l'Amérique. La crise bancaire se transforme en crise économique. Crise bancaire, crise économique juste après. Là, nous sommes peut-être dans un crack nerveux au niveau des banques, et ça pourra nous toucher d'un coup d'un seul, et on n'aura rien compris. C'est pour ça que j'informe, je le répète. 1933, troisième crise bancaire américaine. Incroyable. En moins de 4 ans, le nombre de chômeurs aux États-Unis est passé de 1,5 million à 15 millions. Franklin Delano Roosevelt institue le New Deal, la nouvelle donne, pour relancer l'économie. Il se propose d'atténuer les effets de la crise économique en 100 jours. Son programme vise à venir en aide aux plus démunis, à réformer le système bancaire et financier, en séparant notamment les banques commerciales et d'investissement et en créant une autorité de contrôle des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission. 1935. Relance du New Deal avec l'adoption de plusieurs lois sociales aux États-Unis. Un programme de réforme s'achèvera en 1938. Nouvelle récession aux États-Unis. L'économie mondiale est en stagnation depuis 8 ans et plusieurs pays ont multiplié les mesures protectionnistes pour se garantir de la crise. Alors, il n'y a même pas un trou là, puisqu'il y a, nous avons 7 ans, entre 1937 et 1944. Il s'est passé quelque chose ici, évidemment, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Il s'est passé quand même dans les années 30 beaucoup de choses avant de nous mener à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Encore une fois, cette grave crise américaine, qui est donc une crise mondiale, la plus grave du XXe siècle, a conduit encore une fois à une course aux armements. Et là, nous avons eu une crise en 2008, mais nous ne sommes pas conscients que depuis 2008, il y a une course aux armements. Les gens ne sont pas conscients qu'il y a une course aux armements. On voit plein de vidéos avec des exercices militaires de la Russie, des États-Unis. On voit aussi des rails, du grand matériel militaire posé sur rail. Hein. Aux États-Unis, il y a plein de vidéos sur ça. Voilà. On est dans une course aux armements depuis la crise bancaire mondiale de 2008. Et les gens ne sont pas conscients. Moi, j'essaie vraiment d'en informer le maximum et de vous le dire pas officiellement, parce que j'ai pas de preuves. Bien sûr, là, nous avons des preuves puisque c'était passé il y a plus de 70 ans. Mais une crise mondiale accélère une course aux armements. Donc, il faut être conscient que depuis 2008 aussi, il faut en avoir conscience aussi qu'il y a une possibilité de course aux armements et nous avons maintenant quand même quelques images, des choses qui en attestent. Avec la guerre en Syrie,
Ce qui peut se passer aussi au Venezuela notamment. Donc il faut en être conscient. Et pour terminer cette vidéo, bien évidemment, on parlait de cette crise de 1929 quand même. Rapidement. Pour terminer cette vidéo sur l'éléphant, la revue.fr, c'est arrivé un jeudi 24 octobre, le jeudi noir, le fameux Black Thursday de Wall Street. Wall Street, c'était une ancienne place de vente aux esclaves. Bien sûr, et là peut-être des esprits ancestraux ont fait chuter Wall Street. Ça pour le coup, là on est dans le domaine paranormal, je dirais. Mais c'est très important de comprendre cette ancienne place aux esclaves et que là maintenant, on spécule, etc. Et, elle a chuté le 24 octobre, elle a chuté aussi le 29 septembre 2008. 24 octobre 1900. Alors c'est sur le site d'Éléphant la revue. C'est arrivé un jeudi 24 en 1929, le jeudi noir de Wall Street. Première crise contemporaine d'une si grande ampleur, le krach boursier de 1929 précipita l'économie états-unienne dans un marasme sans précédent et bouleversera le fonctionnement de la finance aux États-Unis et dans le monde. Alors je vais lire les deux paragraphes. Aux origines de ce krach, on trouve le mécanisme de spéculation classique des banques prêtes à des spéculateurs, eux-mêmes ayant acheté à crédit des actions en comptant sur la hausse pour rembourser leurs créanciers. Car depuis de nombreuses années, la prospérité de l'Amérique fait miroiter une croissance infinie. Seulement, voilà, la veille du jeudi noir, 2,5 millions d'actions furent vendues, entraînant un mécanisme inverse fatal, le cercle vicieux de l'offre et de la demande. Les banquiers s'affolent et commencent à exiger un remboursement immédiat, accentuant la vente des actions du Fonds du Monde. Des cours 13 millions d'actions sont vendues en ce jeudi noir. Le poids économique des USA s'étant déjà largement accru après la Première Guerre mondiale, il représente 45% de la production industrielle mondiale. Cette crise devient rapidement internationale. En Europe, les cours des banques s'effondrent et le contexte est la déflation généralisée. Mais la crise totale touche énormément les pays dits en voie de développement. Grands exploitateurs de matières premières, ces derniers voient la demande s'effondrer, entraînant des conséquences dramatiques. On raconte ainsi que le café est brûlé dans les locomotives brésiliennes. Puisque désormais inutile partout, le commerce, l'agriculture et l'industrie s'effondrent. Aux États-Unis, la production industrielle baisse de 30%, tandis que la production agricole recule de 60%. Dans le monde industrialisé en 1932, on totalise 40 millions de chômeurs. Aujourd'hui, dans le monde actif, on a beaucoup, quasiment plus de 100 millions de chômeurs, je pense. Je m'avance un peu trop, mais on n'est pas loin de ce chiffre, voire plus. Il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de licenciements aussi à cette époque. C'est le reflet quand même de cette époque. Alors, pour terminer, histoire par l'image, concernant la crise de 1929 aux États-Unis et en Allemagne. Donc là, nous voyons manifestation de chômeurs à Times Square dans cette photo. Et puis nous avons une autre photo, une foule devant une caisse d'épargne en Allemagne. Alors, le contexte historique, bien sûr. Très intéressant. Le contexte historique, le renversement de la conjoncture boursière. La prospérité économique que connaissaient les États-Unis dans l'entre-deux-guerres se renversa brutalement en octobre 1929 lors de la chute spectaculaire des cours de la bourse de New York à Wall Street. Le jeudi noir, le 24 octobre, puis le mardi noir, 29 octobre, des dizaines de millions de titres furent mis en vente sur le marché sans trouver point d'heure qui provoqua l'effondrement des cours boursiers de l'ordre de 30 à 40% au cours du dernier trimestre, qui entraîna la faillite des banques qui étaient à court d'argent et la ruine de milliers d'épargnants. Cette crise s'explique d'une part par la spéculation excessive autour de valeurs trop souvent surévaluées et d'autre part par le fait que les agents de change pressentant que les actionnaires manquaient de garanties suffisantes se mirent à réclamer de l'argent liquide et ne se reçurent pour toute réponse que des ordres de vente massifs. Loin de se stabiliser, comme le pronostiquait alors le président américain Herbert C. Hoover, la crise financière se transforma rapidement en une crise générale d'une ampleur et d'une durée sans précédent. Par un mécanisme d'engrenage, la crise s'étendit à tous les secteurs de la vie économique américaine, dont la prospérité reposait sur le crédit, l'effondrement des prix, l'accumulation des stocks invendables et le manque de liquidité placèrent un grand nombre d'entreprises dans une situation difficile.
qui les contraignit à licencier leurs employés, tandis que la production industrielle chuta de moitié entre 1929 et 1932. Des millions de travailleurs se retrouvèrent du jour au lendemain sans emploi. Les 4 millions de chômeurs recensés en 1930 devinrent 8 millions en 1931 et 12 millions en 1932, soit plus d'un quart de la population active américaine. C'est incroyable. Alors la Grande Dépression, pour terminer, si les ouvriers non qualifiés et les Noirs furent durement touchés par cette récession, ils ne furent pas les seuls, comme en témoigne cette photographie d'une manifestation que je vous ai montrée dans Times Square à New York le 8 novembre 1930, portant pour la plupart une pancarte indiquant leur profession. Les chômeurs offrent leur force de travail contre la somme d'$1 par semaine. Très hétéroclite, hein. Cette foule est composée aussi bien de représentants de la petite bourgeoisie exerçant des professions manuels variés, agriculteurs, portiers, concierges, cuisiniers, peintres, en bâtiment, pompiers, etc. Que le col blanc, que l'absence de pancarte et la mise plus recherchée permettent d'identifier. Parmi ces demandeurs d'emploi figurent également quelques femmes plus vulnérables en raison de leur manque de qualification professionnelle. Ainsi, ce cliché illustre bien le désarroi de la population active réduite à accepter un salaire dérisoire pour tenter d'échapper à la misère qui s'installait alors que dans les grandes villes américaines. L'Europe ne fut pas à l'abri de son Grande Dépression en raison d'une part des liens économiques qui unissaient l'Allemagne, l'Autriche et la Grande-Bretagne aux États-Unis depuis la guerre, d'autre part du déclin des exportations américaines qui entraîna dans son sillage celui du volume des échanges internationaux, l'Allemagne en particulier, dont les crédits américains alimentaient l'industrie fut à son tour durement atteint dès décembre 1930. Présentant des symptômes de crise analogues à ceux des États-Unis, taux de chômage de 17,5 et recul de 40% de la production manufacturière, effondrement des prix. Une autre photographie d'une foule cherchant à pénétrer à l'intérieur d'une caisse d'épargne d'une ville allemande traduit bien l'angoisse qui s'est alors emparée des milliers d'épargnants menacés par la faillite en cascade. Des soldats gardent l'entrée de la caisse et tentent de contenir le flot des personnes affolées qui veulent retirer l'argent. Interprétation des conséquences de la crise, les deux derniers paragraphes de cette vidéo. La gravité de la crise de 1929 aux États-Unis et en Allemagne ouvrit la voie à de profonds bouleversements politiques contribuant à l'émergence des nationalismes. Aux États-Unis, la politique du président Hoover s'étant avérée inefficace. Franklin Delano Roosevelt, candidat démocrate élu en novembre 1932, prit une série de mesures destinées à redresser l'économie nationale, accordant la priorité à la reconstruction intérieure sur le libéralisme économique qui jusque-là avait prévalu. Ça fait vraiment penser à cette époque avec Trump, notamment avec sa politique intérieure et la montée du nationalisme en Europe. Là, c'est du copier-coller, tout simplement. Ce New Deal incita les États-Unis à adopter une politique isolationniste par rapport au reste du monde, alors qu'en Europe, les régimes totalitaires gagnaient du terrain. En Allemagne, toutes les conditions économiques et psychologiques étaient réunies pour favoriser la montée du national-socialisme. Déjà bien implanté dans le pays, 167 membres du parti nazi en 1929, 107 députés élus en septembre 1930. Le parti ouvrier allemand national-socialiste trouva en effet dans la crise économique des années 1931 un tremplin pour se hisser au pouvoir en 1933. La politique de déflation militaire et d'austérité sociale, la réduction de l'allocation sociale et des prestations sociales mise en œuvre par le chancelier conservateur Brüning engendra un mécontentement général, tout en particulier au sein de la masse des chômeurs. Les grands industriels et les hommes d'affaires allemands, Hjalmar Schacht, à leur tête, président de la Reichsbank, qui réussit à limiter l'hyperinflation en stabilisant le cours de la marque salière. Malheureusement, au parti nazi et réclamèrent en novembre 1932 la nomination de Hitler à la chancellerie. Celui-ci parvint légalement le 30 janvier 1933. On sait ce qui s'est passé par la suite. Donc à chaque grande crise, ramène son mal, malheureusement. Son mal. Et cette musique est complètement logique. Bien évidemment, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'est une vidéo longue. Peut-être que pour la prochaine partie, j'essaierai de synthétiser un peu plus pour en retirer une meilleure quintessence. C'est ce que je vais essayer de faire pour la prochaine vidéo. Merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires, c'est toujours intéressant, bien sûr, par rapport à ces crises. C'est complètement du copier-coller par rapport à cette
époque. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est toujours intéressant et important pour faire évoluer ma chaîne. Je vous embête pas plus, n'hésitez pas à ajouter. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Merci.